Alors, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette deuxième leçon sur les systèmes discrets du cours de dynamique des structures. Donc je vous rappelle on s'était intéressé à l'amortissement, on avait étudié le cas où l'amortissement mu était supérieur strictement à 1 ou était égal à 1, ce qui représentait les frontières entre les mouvements oscillants et non oscillants. Et donc on va voir le troisième cas, lorsque mu est compris entre 0 et 1. Donc dans ce cas, on a un discriminant qui est négatif, et donc la solution de l'équation différentielle du second ordre va s'écrire de la façon suivante, d'accord? Donc classiquement, un AE de R1t plus B de R de t, avec les racines qui sont ici complexes et conjuguées, voilà, qui s'expriment en fonction de mu oméga et donc le complexe. Alors, bon, ça c'est la notation je dirais, générique. On peut évidemment écrire ceci sous forme de forme trigonométrique, où la solution, donc le déplacement de la masse, c'est E de moins mu oméga t, facteur de A cos oméga dt plus B sinus oméga dt. Alors ici j'introduis la pulsation oméga indice d, d'accord, qui est égale à oméga racine de 1 moins mu carré, qui va être la pseudo-pulsation, d'accord, c'est-à-dire que c'est ce qui va la pulsation du système lorsqu'il contient un amortissement, à différencier avec oméga la pulsation propre. Alors évidemment, à partir de là, on va également définir une pseudo-période, une pseudo-fréquence, qui sont simplement le Td est égal à 2 pi sur oméga d et Fd l'inverse de la période. Alors, donc le déplacement du solide va suivre le profil suivant. Donc vous voyez qu'on va observer un certain nombre d'oscillations au cours du temps, et puis le solide va retourner à sa position d'équilibre. Voilà. Alors dans ce cas, on parle d'amortissement faible ou sous-critique. Donc rappelez-vous du vocabulaire, lorsqu'on avait mu supérieur strictement à 1, on n'avait aucune oscillation, on écartait le solide de sa position, il revenait directement à l'équilibre sans osciller, on parlait d'amortissement fort ou sous-critique. Ici on observe quelques oscillations avant que le solide revienne à sa position d'équilibre. Donc on a un amortissement faible ou sous-critique. Alors cet amortissement donc, qui existe au sein du système a pour effet d'allonger la période des oscillations. En effet, vous avez vu la formule de oméga d en fonction de oméga, donc oméga d est plus petit qu'oméga, la période étant égale à 2 pi sur oméga d. Si oméga est plus petit, effectivement la période va s'allonger, donc on va avoir un ralentissement du mouvement. Alors, je voudrais faire deux remarques avant de passer à la suite. Premièrement, que la courbe du rapport des périodes, donc de t sur td, ou du rapport des pulsations, comme vous le voulez, oméga d sur oméga, est égal à la racine de 1 moins mu carré, donc cela représente un arc de cercle que je vais illustrer ici. Voilà, donc quand on a un amortissement très très faible, par exemple si on a mu qui est proche de 0, bon évidemment on a peu d'influence sur le rapport des périodes, c'est-à-dire que TD va être proche de T, et plus l'amortissement est important, plus la différence se creuse entre T et TD. Voilà, donc je vous ai donné ici la valeur approximative pour un acier. Alors la deuxième remarque qui va être beaucoup plus importante, parce que vous en allez avoir besoin lorsque vous allez faire les travaux pratiques de dynamique des structures, c'est le rapport qu'il y a entre deux maximums consécutifs de l'amplitude du mouvement. Alors je m'explique, vous avez par exemple ici un maximum sur cette crête là, puis vous avez un maximum une période après qui se retrouve là. Alors on va écrire le rapport des amplitudes. Alors donc, on prend U1, d'accord, à l'instant T1 et U2 à l'instant T2, deux maximums consécutifs de la courbe. Le rapport entre les deux, alors je vous les matérialise ici, vous avez ici U1 à l'instant T1 et puis vous avez ici U2 à l'instant T2. Donc les deux maximums consécutifs de la courbe, ils sont séparés par une période. Ça signifie que l'instant T2, d'accord, il est égal à l'instant T1 plus la période du mouvement, ici TD. Alors maintenant, je vais écrire le rapport de U1 sur U2. Donc j'ai repris les solutions. Donc au numérateur, bon, c'est très simple, et au dénominateur, vous écrivez strictement la même chose avec T2, et j'ai remplacé T2 par T1 plus TD. D'accord? Donc ici T2, vous avez T2 ici, et T2 ici. Alors, que peut-on observer sur ce rapport? On peut faire de grandes simplifications, vu que le cosinus et le sinus sont périodiques et de période TD, alors on peut simplifier les deux termes entre crochets, puisqu'ils sont égaux. Donc il ne reste que les exponentielles. Vous avez ici l'exponentielle de moins mu oméga T1, sur moins mu oméga T1 plus TD. Donc vous pouvez simplifier par moins mu oméga T1. Il ne reste finalement au dénominateur que E de moins mu oméga TD. Pour le rapport que je passe au numérateur, donc je me retrouve avec le résultat suivant. Donc vous voyez qu'on a une très très grande simplification. Donc on a le rapport de U1 sur U2, d'accord, qui est l'exponentielle de mu oméga TD. Donc l'amortissement, la pulsation du système, et puis la période.
Alors, je continue, je passe au logarithme, d'accord, du rapport, donc je fais disparaître l'exponentielle, et puis je fais apparaître ensuite oméga d. Alors pourquoi je fais apparaître oméga d? Pour faire intervenir en fait que le coefficient d'amortissement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici le rapport, le logarithme du rapport de U1 sur U2, mais le rapport de U1 ne dépend que du coefficient d'amortissement. Alors on peut simplifier si vous voulez, hein, en général mu étant faible et puis mu étant enlevé au carré, on peut faire une approximation suivante, à savoir que le logarithme du rapport de 1 sur 2 est environ égal à 2 pi mu. D'accord? Donc ici sur ce graphe, je vous ai bien représenté encore U1 U2, donc deux maximums consécutifs entre TD, et en fait ici vous avez le E de moins mu oméga t qui représente l'enveloppe. D'accord. Donc là, vous pouvez de fait déterminer la décroissance de l'amplitude entre deux amplitudes consécutives. Donc le rapport entre deux maximums, comme je vous l'ai déjà dit, n'est fonction que du facteur d'amortissement. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors je vous ai fait un petit exemple. Si vous prenez un coefficient d'amortissement qui est égal à 0,1, l'amplitude entre deux oscillations consécutives va être divisée par 2. Parce que le logarithme est environ égal à 0,6. Donc si vous repassez à l'exponentielle, vous trouvez que le rapport de U1 U2 est environ égal à 1,8. Voilà pour vous faire un exemple. Okay. Donc vous mettrez ça en pratique lors d'un des TP de dynamique des structures. Alors je vais faire deux petites sections encore un petit peu plus particulières que je vous livre ici pour votre culture scientifique. Alors on parle, dans la littérature, on trouve un amortissement négatif, c'est le cas où mu est compris entre moins 1 et 0 strictement. D'accord. Alors dans ce cas, la solution, elle est exactement de la même forme lorsque le mu est compris entre 0 et 1, d'accord, que je vous ai rappelé ici. Il n'y a absolument aucune différence. Ce qui va changer, c'est que le terme que vous avez en facteur ici devant le terme entre crochets, lui ne va pas être négatif, mais va être positif. Donc l'enveloppe en fait de vos oscillations ne sera pas du tout la même puisqu'elle va être cette fois croissante, d'accord. Donc vous avez une amplitude des oscillations qui est une fonction croissante du temps. C'est-à-dire qu'ici, le terme en fait qui est dans l'équation différentielle que vous allez résoudre, qui est CU point, en fait apporte de l'énergie au système au lieu d'en enlever, d'en consommer. D'accord. Alors bon, ce sont des termes des cas très particuliers. Alors j'en ai que deux à vous citer. En général, il s'agit d'un solide qui est plongé dans un écoulement fluide qui vient donc apporter cette énergie. Alors ça peut être le cas d'un avion en vol qui subit un vent qui va venir un petit peu apporter de l'énergie. On parle d'amortissement négatif, je trouve ça un peu maladroit, mais c'est le cas. Ou alors les tubes de générateurs de vapeur dans les centrales nucléaires peuvent être rencontrés à ce genre de choses avec la circulation du fluide également. Voilà, bon, je vous donne ça pour votre gouverne. Un autre cas pour le vocabulaire, c'est l'amortissement de Coulomb. Alors, c'est lorsque l'amortissement est défini par frottement. On utilise le modèle de Coulomb. Alors ce modèle stipule que la force de frottement qui s'oppose au mouvement, donc on appelle Ft, c'est la force tangentielle qui s'oppose au mouvement, est proportionnelle à la force normale au contact, qu'on appelle Fn. Désolé pour les abréviations. Et elle va être opposée évidemment à la vitesse de glissement entre les surfaces de contact. Donc on définit ça de la façon suivante, c'est-à-dire que la force tangentielle en valeur absolue, parce qu'elle s'oppose à la vitesse, est égale à une constante alpha fois la force normale au contact. Donc alpha, on appelle ça le coefficient de frottement. Donc voilà comment on peut définir, c'est vraiment l'amortissement de Coulomb par frottement. Alors je vous parle d'un cas particulier, c'est que si l'amortissement en fait entre deux matériaux par exemple est de type sec, on parle d'un frottement sec, alors la décroissance des amplitudes au cours d'un essai de lâcher est une fonction linéaire du temps. Donc je vous l'ai représenté sur ce petit graphe. Vous vous souvenez, avant on avait des exponentielles, ici on a une exponentielle pour la décroissance, là on a une fonction linéaire, d'accord. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que par exemple, quand on étudie un système, si on l'écarte de sa position, on le lâche, on obtient les oscillations. Si on trace une droite qui passe par chaque sommet des amplitudes et qu'on obtient une droite, alors on peut déjà qualifier le frottement et dire que c'est un frottement de type sec et non pas visqueux, comme ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Je m'arrête ici pour la première partie de cette leçon. Suite à la deuxième section.